Donc, merci pour être venu à cette cérémonie des vœux atypique. Après mes vœux, certains élus vous présenteront également leurs vœux, on respectera le protocole et par la suite on pourra échanger lors d'un traditionnel pot de l'amitié et ça sera l'occasion aussi de notre premier événement culturel au sein de cette friche avec un petit concert. Bon, monsieur le sénateur, cher Éric, monsieur le président de la communauté de communes, cher Pierre, monsieur le conseiller régional, cher Julien, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, chers collègues de la communauté de communes et des communautés voisines, mesdames et messieurs les représentants des différentes communes, bien sûr, chers amis du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre et de la gendarmerie, je n'oublierai pas les représentants des associations, chers présidents d'associations, et enfin, chers amis Tirossais, Tirossaises et Tirossais, au sens large du terme, puisque moi je considère que tous nos voisins des communes rurales qui nous entourent, des communes côtières font partie du pays tirossais, qui font partie de nos amis, de ce Sud-des-Landes qui nous est cher. Il y a même quelques Basques, je vois, donc je les salue aussi. Bienvenue en ce lieu, cher à tous les Tirossais, ce lieu empli d'histoire et qui fait partie vraiment de notre patrimoine, de notre ADN. Je m'excuse pour les conditions quelque peu spartiates. S'il y a des doléances, je vous invite à aller voir Régis Dubus, qui se chargera de vous répondre. Je l'excuse, il est un petit peu en retard. De longue date, il avait un week-end au ski de prévu, mais il va nous rejoindre. Il est sur la route. Mais je suis sûr qu'il aura quelques arguments à vous rétorquer. Un peu plus sérieusement, pour commencer, je voudrais que l'on ait une pensée pour nos compatriotes de Mayotte qui sont en deuil et qui ont besoin de notre soutien. À ce titre, en conseil municipal, nous avons voté une aide de 3 000 € en fin d'année dernière. J'évoque Mayotte, mais aussi on peut penser à la Californie, à l'Espagne. Cyclones, méga-feux, inondations, autant de catastrophes naturelles dues au dérèglement climatique. Catastrophes malheureusement accentuées par une urbanisation dans des zones inadaptées ou à risque. Le défi environnemental devant nous oblige. Nous devons changer nos concepts d'aménagement du territoire et faire en sorte de nous adapter au réchauffement climatique. Lutte contre le recul du trait de côte, lutte contre l'étalement urbain, densification acceptable des centres-villes, préservation des terres agricoles, gestion des zones humides, adaptation de l'économie locale. Autant de défis que nous relevons collectivement au sein de Max avec les élus des 23 communes. Reste au gouvernement et aux législateurs d'appuyer ces volontés locales et de nous donner les clés pour accélérer ces adaptations. Un autre défi, non des moindres, la paix. J'aurai donc une pensée pour nos frères européens et ukrainiens qui subissent le joug russe depuis bien trop longtemps. Et également, même si une possible trêve est annoncée, n'oublions pas le conflit entre Israël et les terroristes du Hamas, avec les Palestiniens en victimes collatérales. Conflit qui, en plus des atrocités commises par les deux parties, fait l'objet de nombreuses instrumentalisations sur l'échiquier politique international et même national. De nombreux nuages numériques viennent également assombrir le ciel à l'ouest. L'élection de Trump ne sera pas source d'apaisement tant il tente d'humilier ses partenaires. Les milliardaires de la tech lui emboîtant le pas, voilà pris en tenaille entre les États-Unis d'un côté et la Russie et la Chine de l'autre. Tenaille dont les mâchoires sont la désinformation via les réseaux sociaux et l'ingérence politique au sein de nos propres démocraties européennes. Le tableau est sombre, mais malheureusement réaliste. Tout comme pour le climat, à nous de nous adapter, à nous de former nos citoyens, et notamment les plus jeunes, à la vérification des sources d'information, à la vérification des faits.
Si l'on redescend à l'échelon national, depuis la dissolution suivie de la censure du gouvernement Barnier, ce n'est guère mieux. La France est bloquée à l'arrêt sans budget. Or nous, élus locaux, collectivités locales, nous travaillons afin de porter des projets nécessaires au maintien de la cohésion sociale, au bien vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est la technique. Quelques mauvaises langues me soufflent que c'est Régitibus qui arrive. Je saurais lui dire. Or, nous, élus locaux, collectivités locales, nous travaillons afin de porter des projets nécessaires au maintien de la cohésion sociale, au bien vivre ensemble. Aujourd'hui, nous travaillons à l'aveugle, sans cadre, sans certitude financière. Mais nous travaillons. Il est important que des compromis se créent et permettent de dégager une majorité en capacité de doter rapidement la France d'un budget. Mais attention, pour un consensus, il faut être deux. Michel Barnier, homme de compromission à l'image de Macron, a fait fi des valeurs républicaines pour tenter d'obtenir une majorité avec l'extrême droite. Il en a payé les frais. François Bayrou, quant à lui, essaie de se recentrer sur l'arc républicain. De la gauche de gouvernement à la droite LR, c'est une bonne chose. En montrant un semblant d'ouverture à gauche, à cette gauche prête au dialogue, composée du Parti Socialiste, du Parti Communiste, d'Europe Écologie Les Verts, François Bayrou réouvre les possibilités d'un projet politique démocratique. Certes transitoire, mais équilibré. Les discussions ont eu lieu, la confiance reste partielle et très fragile, mais nous sommes sortis de l'obstruction systématique caractérisée par les coups de menton de Mélenchon. Le débat aura lieu. Il faudra que le bloc central fasse preuve d'écoute et de consensus, notamment sur la réforme des retraites. L'avenir nous dira si François Bayrou est un homme de compromis ou de compromission. Et revenons au local. Je vous remercie pour votre attention quand même pour ces sujets plus nationaux et internationaux. C'est important de le dire. Les vœux sont un moment d'échange et de rencontre qui permettent de clarifier les choses. Revenons au local. Alors, afin de ne pas être trop long, des images valant mieux qu'un long discours, je vous propose de visionner une rétrospective de l'année écoulée avant de nous projeter sur le futur.
qu'il n'y a pas d'âge pour surfer. Les pensionnaires d'un EHPAD vont nous le prouver en images, une discipline qui peut se pratiquer jusqu'à 96 ans. Lisa Ducazo et Thomas Milon. À 96 ans, Janine Salade se lance. Elle va surfer pour la première fois de sa vie. Voilà. Impeccable, Janine. Ça va, Janine? Se laisser porter par les vagues jusqu'à en boire la tasse. Des sensations que ces résidents de l'EHPAD de Tyrosse n'avaient pas connues depuis bien longtemps. J'ai pris une bonne tasse, mais c'est très bien. L'idée d'organiser cette journée vient d'une vidéo. À l'occasion des Jeux Olympiques, ces grands-mères dynamiques se mettent en scène sur les plages landaises. Alors pourquoi ne pas surfer pour de vrai? Le pari devient une thérapie. C'est une thérapie globale. Le surf, on sait que ça fait du bien à tout le monde. Et là, il n'y a pas d'âge finalement pour commencer. Et ils en sont la preuve là. Des rires et les yeux qui pétillent. Prochain défi, tester le snowboard en montagne. Pour une nouvelle fois, glisser sur les préjugés. Vous avez vu que 2024 a été riche et dense. L'avenir le sera également. Alors, avant de m'attarder plus longuement sur le projet qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous brosser un petit portrait de 2025 et déjà de la fin du mandat déjà. Mais avant ça, et pour ne pas l'oublier quand même, avec l'ensemble du conseil municipal, et également en mon nom propre, je souhaite nous souhaitons vous souhaiter à tous une très belle année 2025, à vous tous, à vos proches, dans vos projets, qu'ils soient privés, professionnels, mais
mais surtout aussi une bonne santé. Et un bon plaisir à vous retrouver tous et à vous rassembler tous, même si les périodes sont parfois difficiles, c'est ce qui, je crois, qui nous caractérise, la solidarité et le bien vivre ensemble, c'est ce que je nous souhaite à tous en 2025. Alors on a vu pour 2024, s'il y a eu beaucoup de projets, ça ne se fait pas tout seul. Je suis le porte-parole un peu aujourd'hui de tout le monde, mais je tiens à remercier l'ensemble de mes colistiers qui s'investissent quotidiennement pour notre commune et notre communauté de communes Max. Je remercie l'ensemble des services municipaux, sans qui rien ne serait possible, l'ensemble des agents pour tout le travail accompli et leur engagement. Ils sont encore nombreux aujourd'hui sur le pont pour faire en sorte que cette journée atypique se déroule du mieux possible. Je vais associer également à mes remerciements l'ensemble de mes collègues maires, nombreux sont ici présents, et tous les élus des collectivités et partenaires publics, mais aussi privés, avec qui nous travaillons d'arrache-pied pour porter nos projets. Je n'oublie pas le monde associatif et tous les bénévoles qui s'investissent quotidiennement. Ce sont les piliers du bien vivre ensemble et de l'intégration sociale. Enfin, ils sont présents, je remercie grandement les forces de l'ordre et de sécurité, nos gendarmes et nos pompiers qui veillent sur nous. Avant de vous parler plus longuement des travaux dans ce lieu, un mot sur les autres chantiers de 2025, et donc je le disais, la fin du mandat, puisque les élections sont prévues pour mars 2026. En ce qui concerne la voirie, vous avez tous pu constater que les chantiers sont nombreux. Nous terminerons le rond-point et les aménagements en bas du cimetière sur la route de Pérorade. Et un chantier important, nous lançons les travaux avec la communauté de communes Max d'une piste cyclable et de cheminement piéton pour sécuriser la 810 jusqu'au centre Leclerc jusqu'à Casablanca. Donc de la sortie de Tyros aux alentours du restaurant l'Estanquier, direction Océan-Jour pour rejoindre la piste cyclable existante de Bury. Nous allons également sécuriser l'entrée de ville côté Bayonne en créant un rond-point au carrefour 810 avenue du Chenil, juste avant le garage Goyat. 2025 verra la fin de la rénovation du stade de la Fougère et sera le début d'un autre très gros chantier, les travaux du quartier de la gare et du pôle d'échange multimodal, donc juste derrière, qui sont portés par Max, mais dont bien évidemment nous sommes cofinanceurs avec la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Landes, l'État. À noter l'absence malheureuse de la SNCF qui reste prescriptrice mais ne finance rien. Alors, un adage dit que celui qui paye décide, avec des partenaires, des opérateurs historiques de l'État, malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Ils décident et on doit payer. Comme vous le savez, un des gros enjeux de cohésion sociale dans le sud des Landes reste encore et toujours non seulement l'accès au logement, mais aussi le coût du logement. Nous y travaillons au sein de Max. Le président, je n'en doute pas, en dira un mot après moi, mais aussi au sein de la ville. Donc de gros chantiers de construction sont en cours et des premières livraisons auront lieu d'ici la fin de l'année. Pas moins de 200 logements seront ainsi livrés d'ici décembre, dont une centaine de logements sociaux et une cinquantaine de logements à loyer intermédiaire. Pour rappel, 70% de la population rentre dans les critères des logements sociaux. Ici, à Tyros, actuellement, nous avons 150 dossiers de Tyrossais en attente, des Tyrossais qui sont mal logés, qui, pour des raisons financières, ont dû revenir dans leur famille. Et c'est des situations à laquelle nous voulons mettre fin. Il y a également 300 habitants de nos communes voisines de la communauté de communes qui sont dans le même cas et qui ont fait une demande sur Saint-Vincent de Tyros ou sur des communes alentours. La situation n'est plus acceptable, il y a urgence. Et à Tyros, nous ambitionnons de loger dignement tout le monde, mais aussi de bien intégrer tout le monde, et ce lieu y participera. Venons-en au sujet qui nous intéresse, la réhabilitation de cet espace stratégique en plein centre-ville, la friche Belloc Adidas. Alors c'est un honneur pour moi et tous les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Tyros de vous accueillir ici, même si je l'ai dit, c'est encore un petit peu rustique. Encore merci pour votre présence. Merci aussi pour les nombreux témoignages que nous avons reçus tout au long de la matinée
Il y a eu à peu près 200 personnes avant vous qui ont visité ce lieu, qui ont participé à la visite guidée. Et on a reçu beaucoup de témoignages de sympathie. Notre ambition, on l'avait dit lors de la campagne, c'était de réouvrir ce lieu, de réoffrir ce lieu au Tir-Rossé. Il y a eu beaucoup de travail de fait en 4 ans, ça a été long, ça a été âpre, ça prend du temps. Je sais qu'il y avait beaucoup d'impatients, mais ça y est, nous y sommes, nous sommes prêts à lancer les projets. Et à titre personnel, je suis également très fier de participer à ça et je dirais au juste retour des choses. Un Tir-Rossé que je nommerai pas par pudeur. Un ancien ouvrier de l'usine, tout à l'heure, m'a dit c'est une juste vengeance. Ici, il y a eu beaucoup de sueur, beaucoup de labeur, mais aussi beaucoup de larmes à la fin. Tout le monde a aimé travailler ici, même si c'était dur. Ça représentait quelque chose pour ces familles qui travaillaient ici. Et quand tout a disparu, et c'était le vide, il y a eu beaucoup d'interrogations sur la ville. Le centre-ville a périclité. Et aujourd'hui, ça sera un nouveau départ. Alors, lors de la visite, vous avez pu découvrir les prémices d'une future exposition permanente sur l'histoire de ce lieu, et plus largement sur l'histoire de la chaussure à Tyros, notre histoire industrielle. Je tiens à remercier l'ensemble des grands témoins de cette période qui nous ont ouvert leur mémoire, leurs archives familiales et mis à disposition divers objets. Ce travail de collecte des témoignages va se poursuivre et aboutira à une exposition permanente. Je tiens à remercier pour leur participation ces grands témoins. Je vais les nommer par ordre alphabétique. Jean-Claude Arangois, Jean-Jacques Belloc, qui s'excuse. Pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Jacques Belloc, c'est le dernier de la famille Belloc, c'est le dernier propriétaire avant la vente à Adidas. Il est encore en vie, il a 102 ans. Il nous a ouvert ses archives familiales. Malheureusement, en fin d'année, il avait prévu de venir. Il est un petit peu fatigué, il s'excuse, mais son cœur est présent avec nous. Et pour lui, ça a été un déchirement ce qui s'est passé à la fin. Et il est très fier de ce qui se passe aujourd'hui également. Je le remercie pour sa collaboration. Franck Montou, qui est ici présent, Janine Burguin, Jean-Claude Degère, Jean Dichary, Paulette Duhat, Yvette Fontanière, Christine Gelès, Christine Graciette, Josette Hiton, Gérard Kerforn, Alain Ladebatte, Michel Lasserre, Jean-Claude Libier, Simone Miremont, Jean-Marie Veillon, Patrick Gizensan. À coup sûr, d'autres les rejoindront dans les mois à venir. Le projet. Alors imaginez que demain, ici, vous viendrez avec vos enfants, vos petits-enfants, ou seuls, pour découvrir les dernières sorties littéraires à la médiathèque, à l'auberge jeunesse ou à son restaurant pour prendre un café, déjeuner, venir rencontrer vos proches familiaux, votre famille ou vos amis qui auront séjourné pour vous rendre visite, à l'antenne locale de l'office de tourisme pour réserver des billets pour la saison culturelle, ou au Fab Lab, au laboratoire de fabrication numérique, pour un peu vous familiariser avec le numérique, l'impression 3D et toutes les nouvelles technologies. Au pôle enfance jeunesse à son guichet unique, au service événementiel via associative, réserver une salle pour votre association, ou vous, mes chers collègues élus, peut-être au PETR, le pôle d'équilibre des territoires ruraux, au Pays à l'eau, pour travailler ensemble au devenir de notre territoire. Bien entendu, nous nous retrouverons dans cette grande halle pour des événements associatifs, des grands repas comme nous avons connu au marché couvert, ou des concerts comme nous allons pouvoir en profiter par la suite. Et à terme, au fond de la grande halle, une salle de spectacle. Alors, vous connaissez tous ces types d'équipements. Il est plus rare de les retrouver sur une unité de lieu. Ce choix faisait également partie de notre volonté. Cet écosystème socio-culturel est ce que l'on appelle un tiers-lieu, un lieu d'échange, de rencontre, d'enrichissement culturel.
un lieu qui réouvre les possibles, un lieu où l'utopie a toute sa place, tout en sachant raison garder. Antonio Gramsci, philosophe italien, avait une formule qui, je pense, s'applique bien à notre état d'esprit au sein de la municipalité. Pour mener tout nouveau projet, il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. C'est ce subtil équilibre que nous nous efforçons de décliner en ce lieu. Alors, avant de revenir à plus d'utopie, on va rester dans le concret, je vais vous parler de dates et de chiffres. Pour ce qui est de l'agenda, les travaux débuteront ce premier trimestre. C'est pour ça qu'on souhaitait ouvrir le lieu avant le début des travaux, donc février-mars. La première phase du chantier débutera. Pour s'établir sur une année pour la réhabilitation de l'ensemble du bâti. Tout ce que vous avez pu visiter sera réhabilité, hors d'eau, hors d'air, et on livrera cette grande halle associative. Par la suite, nous travaillerons aux aménagements intérieurs des autres équipements, ce qui nous permet de pouvoir phaser le projet, phasage indispensable en cette période d'incertitude financière. Le projet, dans son ensemble, s'élève à 8 millions d'euros hors taxes, études et honoraires de maîtrise compris. Le montant des travaux pour la première phase s'élève quant à lui à 3,3 millions, 2,6 millions pour la phase 2, qui comprendra l'office du tourisme, la médiathèque, le pays à Dourlande-Océane et le laboratoire de fabrication numérique, et enfin 1 million d'euros pour la phase 3 avec le service événementiel vie associative et le pôle éducation enfance-jeunesse. Le plan de financement est pour partie bouclé et nous attendons 4,4 millions de subventions, ce qui nous permet d'aborder sereinement ces travaux. Je tiens à rappeler que depuis le début du mandat, nous avons investi 10 millions d'euros sur la commune. La ville est aujourd'hui endettée à hauteur de 5,5 millions d'euros, là où nous avions 6,5 millions d'euros quand nous l'avons prise en 2020. Donc nous avons pu endetter, nous avons pu investir tout en désendettant de 1 million d'euros jusqu'à présent. L'an prochain, nous allons emprunter 2 millions d'euros pour cette phase 1, ce qui nous amènera à un endettement à 7,5 millions en fin de mandat, endettement largement soutenable et exactement au niveau de ce que nous avions prévu lors de la campagne de 2020. Alors Victor Hugo disait « L'utopie, c'est l'avenir qui s'efforce de naître ». Pourquoi ce projet? Tout simplement pour s'appuyer sur notre passé, pour préparer notre avenir. Dans mes propos liminaires, j'évoquais la nécessaire adaptation du changement climatique. Ce projet répond aux enjeux de sobriété foncière. En réhabilitant l'existant, nous nous inscrivons dans cette logique de préservation des terres agricoles et forestières, la préservation de nos communs, les espaces naturels. Ce projet répond à la nécessité de nouveaux modèles d'urbanisation, d'aménagement du territoire. Nous devons nous réapproprier les centres-villes, sortir de l'aménagement périphérique et du modèle du tout-voiture. Ici, chacun pourra venir à pied, en vélo, en voiture, en bus Diego et même en train. Pour l'avion, on attendra. Ce n'est plus dans le modèle de développement. Ce projet répond aux besoins de communs d'une ville de bientôt 10 000 habitants, tout comme les places publiques, le stade, le cinéma. Nous devons créer des espaces publics communs afin que chacun s'émancipe, se sente accueilli et trouve sa place à Tyros. Quand ces communs se conjuguent à l'histoire locale, la réponse est double. Pour bien vivre ensemble, il est important de savoir où l'on habite, ou bien où l'on va habiter. En nous appuyant sur notre passé industriel et l'histoire des luttes locales, en faisant ce travail sur la mémoire, ce projet répond à ces enjeux d'intégration des nouveaux habitants pour qu'ils s'approprient notre ADN et viennent de l'enrichir pour faire perdurer cet esprit tyrossais. Esprit tyrossais qui fait qu'ici, c'est un peu différent, qui fait qu'ici, c'est un peu mieux qu'à Dax, par exemple. Pas Saint-Paul et Dax, pas Saint-Paul. Ce qui fait qu'ici, on a les pieds bien ancrés sur terre grâce à nos amis des villages ruraux, mais que l'on sait aussi rêver et voir en grand avec la tête dans les nuages et les vagues de nos amis de la côte. L'an passé, lors de mes vœux, j'avais évoqué l'étranger, j'avais rappelé que nous étions tous étrangers de quelqu'un,
J'avais aussi dit qu'on est tous le compte de quelqu'un. Même si ce terme d'étranger fait plus référence actuellement aux migrants, il faut nous rappeler que le jeune déservolte est l'étranger de l'adulte pragmatique, que le retraité, ce nanti, est l'étranger de ce feignant de chômeur, que le vegan, ce mangeur de graines, est l'étranger de l'aficionado, ce barbare, ou encore que le touriste bordelais, ce dorifort qui s'accapare à la côte, est l'étranger du Tyrossais qui se croit partout chez lui. Alors je n'irai pas plus loin. Vous l'avez bien compris, ce qu'il nous faut, c'est de la tolérance pour vivre et bien vivre ensemble. Celui y contribuera. Ici, tout le monde trouvera sa place. Retraités, jeunes, chômeurs, actifs, véganes, chasseurs, touristes et bien sûr Tyrossais. Alors bienvenue à tous, bienvenue chez vous et bienvenue chez nous.